L'engagement, en fait, est vraiment au cœur de la stratégie de résilience. Comme le disait Céline, c'est extrêmement important en fait, qu'un patient revienne toutes les semaines et complète son questionnaire. Parce qu'en fait, ça a des impacts sur sa qualité de vie, sur son adhérence au traitement. Forcément, ça a des impacts sur le CRM, quelle est la stratégie qu'on choisit pour en fait se dire, je réponds à cet objectif qui est comment en fait j'essaie d'accompagner au mieux le patient pour faire en sorte en fait qu'il tire vraiment tous les bénéfices possibles des outils qu'on lui met à sa disposition. On voulait juste rappeler donc ce marché de la télémédecine. On a rassemblé quelques études, quelques stats pour rappeler à tout le monde d'où il vient, comment il s'est constitué. En gros, c'est un marché qui était balbutiant pré-Covid et qui quasiment du jour au lendemain est devenu un énorme marché. Les usages tels que mesurés par McKinsey aux États-Unis ont fait x72 pendant le Covid et se sont stabilisés à fois quasiment 40 après le Covid. Donc tout d'un coup, il y avait un marché. Ce marché-là a créé un cycle de financement effréné pendant 2 ans et demi, 3 ans. Il y a quasiment 70 milliards de dollars d'investissement qui ont été déversés dans l'économie de la télémédecine au sens large, de la digitalisation de la santé au sens large, dans les 2 années et demie qu'on suivit. Donc beaucoup de boîtes ici. Je sais qu'il y a des gens de Doctolib, de Zoe, de Jean, de TIL, évidemment de Résilience, et d'autres. Toutes ces boîtes qui se sont lancées ou qui ont accéléré en ont bénéficié. Donc ça a vraiment aujourd'hui, ça fait qu'on est aujourd'hui dans l'onde de choc de ce marché-là, et le gros de l'opportunité reste devant nous, puisque en gros, c'est toujours cette étude de McKinsey prévoit qu'environ 265 milliards d'investissements et de remboursements de santé aux États-Unis shiftent de soins délivrés historiquement dans les hôpitaux, les cliniques et les services d'urgence vers des soins délivrés en télémédecine à la maison. Et c'est un phénomène évidemment qui touche tous les pans et toutes les spécialités, donc certaines plus faciles entre guillemets que d'autres à délivrer à distance, comme tout ce qui touche à la santé mentale, dont on a évidemment énormément entendu parler ces quelques dernières années. Et on voit dans ce graphe l'oncologie pointée, dont on va parler plus spécifiquement ce matin, pointée à la 12e place des spécialités qui se sont digitalisées. Le tout dans un contexte où, globalement, sur le marché, les praticiens ont épousé le mouvement, mais dans les sondages, émettent encore une sorte de réserve due au fait que les outils ne sont pas encore nécessairement au niveau des attentes, leur permettant d'absorber justement le flux que cette digitalisation côté patient amène. Donc on est encore dans un état du marché où les praticiens, globalement, attendent des outils de plus en plus modernes, sophistiqués et pertinents pour leur permettre d'étendre leur pratique, mais où les consommateurs, eux, ou en tout cas les patients, ont intégré tous les usages de la télémédecine au sens large dans leur vie, et les sondages montrent que, globalement, ce marché-là n'est pas prêt de revenir en arrière, et que désormais, c'est vraiment très, très ancré dans les usages. Et c'est ma dernière slide de récap marché. Tout ça a catapulté, finalement. Et c'est pour ça que chez nous, chez Batch, la verticale télémédecine où santé était non existante il y a 3 ans, et on a vu tout d'un coup toute une nouvelle génération de clients, Résilience et d'autres en font partie, se mettre à utiliser nos outils. Ça a catapulté les acteurs de la santé historique dans un monde où, en fait, aujourd'hui, l'utilisateur de Doctolib, de Résilience, de Care, a sur son téléphone Netflix, Instagram et Spotify. Donc les attentes et les attendus en termes d'expérience, de qualité d'expérience digitale, qualité d'expérience relationnelle, sont finalement les mêmes, c'est les mêmes personnes derrière. Et donc, c'est un grand enjeu pour toute cette industrie d'arriver à, tout en s'attaquant à ces problématiques propres, de se mettre à niveau sur ces sujets de digitalisation. Ça te paraît cohérent avec le marché dans lequel tu t'es lancé ? Mais alors, je découvre, moi. Ouais, non ? Non, mais ça me paraît très cohérent, mais c'est vrai que moi, j'ai une approche qui est pas du tout empirique, comme tu la présentes, et plutôt une approche entrepreneuriale. Donc, en quelques mots, mon histoire est celle de Résilience. Donc, moi, je m'appelle Céline Lazor, je suis entrepreneur. Résilience, c'est ma 3e entreprise. J'ai fondé auparavant 2 autres sociétés, Litchi.com et Mangopay, une API de paiement pour les marketplaces. J'ai travaillé pendant 10 ans avec Laure, qui est là, qui a été ma CTO pendant 10 ans. Et ça a été une aventure entrepreneuriale géniale. Voilà, dans le domaine de la fintech, j'y connaissais rien, mais c'était absolument passionnant. Avec un peu de chance, on est sorti par le haut, puisqu'on a vendu au Crédit Mutuel Arkea.
Je suis restée 3 ans et demi à leur côté. Et puis, début 2019, après plus de 10 ans de bons et loyaux services, j'avais commencé à sortir mes études. Je me suis dit, il est temps que je fasse autre chose. J'ai eu un petit garçon, ce qui est une aventure humaine géniale. Et je me suis dit, c'est formidable la vie, je suis retraitée, je vais donc kiffer. Et puis, la retraite à 35 ans, c'est franchement pas très drôle. Et il se trouve que, concours de circonstances, 1 an après, un début de maternité et puis quelques voyages et un peu de repos, le Covid arrive. Et donc, on est en mars 2020 et je reçois un dimanche après-midi, quelques jours après l'annonce de confinement, 2-3 jours, un texto de Thomas Clausel, qui est le fondateur de Hawkin, qui est donc un hématologue de formation. Les hématologues, c'est des cancéros spécialisés dans les tumeurs liquides, donc par exemple les tumeurs du sang. Et Thomas me dit, et puis à quelques autres entrepreneurs qu'il met dans un petit groupe WhatsApp, il faut qu'on se bouge, ça va être horrible. Il avait été interne dans les hôpitaux de Colmar et donc il avait gardé pas mal de liens. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais la première vague, elle a commencé par l'Est de la France. Et donc il m'a dit, toi Céline, les cagnottes, tu dois connaître, peut-être un peu. On n'a qu'à ouvrir une cagnotte, collecter de l'argent et acheter du matériel médical pour le donner à des établissements de santé. Et puis dans cette bande de joyeux larrons, on était 7. Il y avait un vieux copain d'école qui s'appelle Jonathan Benamou. Jonathan est mon associé aujourd'hui chez Résilience, mais auparavant, il a monté une boîte que vous connaissez peut-être qui s'appelle People Doc, où il y a une très belle aventure entrepreneuriale, à la fois des hauts, des bas, et puis il a fini sur une très très belle histoire, puisqu'il a revendu une boîte cotée au Nasdaq, il a passé 6 ans à New York avec eux, il a été exec dans cette boîte qui était cotée, voilà. Et puis il était revenu en Europe en se disant « retraite, je kiffe ». Donc on était exactement dans le même statut. Et donc, ce groupe WhatsApp démarre. Je vous raconte tout ça parce qu'en fait, moi, tout ce que tu vois là des slides, je l'ai vécu par le côté plus entrepreneurial, je dirais. Et donc, on a démarré cette initiative qui s'est appelée Protège ton soignant, qui a duré pendant 5 mois, donc vraiment le temps de la première vague, dont l'objet était assez simple, collecter de l'argent sur une cagnotte, acheter du matériel médical, le livrer aux établissements qui en avaient le besoin. Et en fait, la première vague a tellement été sans précédent, on l'a tous et toutes connu, que l'initiative est devenue totalement dingue, puisqu'on s'est retrouvé avec 200 bénévoles, on a collecté 7,4 millions et on a livré du matériel à 400 établissements. On avait 10 camions qui tournaient partout en France, 5 entrepôts, on a envoyé des jets en Corse, on a envoyé un cargo à Mayotte. Enfin, franchement, ça n'avait aucun sens, mais c'était permis par ce contexte totalement délirant. Et puis, en fait, on avait utilisé un Airtable pour que les établissements hospitaliers ou libéraux, enfin tous ceux qui travaillent dans la santé, puissent nous dire leurs besoins en termes de matériel. Et en fait, Airtable, je ne sais pas si vous savez, mais on peut injecter quelques lignes de code. Et donc, ça nous a permis, c'était notamment le fondateur de Deezer qui nous avait permis de faire ça, Daniel, de se dire, en fait, on peut voir les tendances et les besoins de matériel en fonction des zones géographiques. Et donc, ça nous a permis d'anticiper l'achat de matériel. Et notamment, on a été le plus gros acheteur de pousse-seringues. Je suis sûre que personne ici sait ce que c'est que des pousse-seringues. Ça permet d'équiper les lits de réa. Et en fait, on peut pas ouvrir un nouveau lit de réa sans 4 pousse-seringues. Donc, par exemple, l'aile Covid de Mondor, elle aurait jamais ouverte si Protège ton soignant ne leur avait pas offert plus de 200 pousse-seringues. Voilà. Et en fait, cette aventure, elle a été complètement dingue. Et nous, elle nous a évidemment bouleversés. Avec John, on était, comme je vous le disais, partis pour la retraite. Évidemment, c'est aussi un peu toujours des liens, je trouve, d'histoire perso. Donc moi, je viens d'une famille de médecins, j'ai 3 générations de médecins, tous dédiés à l'hôpital, et donc de voir l'hôpital public à un moment donné en souffrance, forcément, c'était une souffrance que je vivais dans ma chair. Et puis, après, je reviendrai après sur résilience, mais on a tous et toutes quelqu'un de proche qui a été touché par le cancer. Et moi, j'avais un de mes amis d'enfance qui est décédé à l'âge de 24 ans d'un cancer des testicules. J'avais été très présente dans les 8 derniers mois de sa vie. Et donc, cette histoire m'avait aussi beaucoup marquée. Et en fait, ce qu'on a constaté avec John, c'est que un simple formulaire comme Airtable, quelques groupes WhatsApp et une cagnotte pouvaient sauver des vies. Et que peut-être, si on se mettait à deux et qu'on montait une boîte, il y aurait des choses à faire en tant qu'entrepreneur pour être au service de la santé, au service des patients et au service des soignants. Donc, ce que tu racontes, nous, on l'a vécu plutôt par le terrain, par les tripes, effectivement. Mais ça nous a évidemment donné cette envie de réentreprendre dans le secteur de la santé, le faire ensemble. Et puis, on a constaté, en fait, vraiment dans les yeux des soignants, à chaque fois qu'on livrait du matériel, le bouleversement. Et pour la petite anecdote, j'ai reçu chez moi, je sais pas pourquoi mon adresse avait été diffusée, des dizaines de lettres de soignants qui nous remerciaient. Et en fait, ça, je me suis dit, mais voilà le sens de ma vie, il est là. Voilà. Génial. Super entrée en matière.
Ça va nous amener, on a fait un petit détour, mais ça va nous amener directement sur résilience et le secteur de l'oncologie au sens large. Finalement, on l'a vu sur les slides de Récap Marché, tous les secteurs sont touchés. Énormément de plateformes ont attaqué certaines spécialités. Beaucoup sont partis dans la santé mentale, on l'a vu là ces 3 dernières années. Énormément d'initiatives dans tous les soins pouvant être délivrés avec le minimum d'intervention physique possible. L'oncologie, c'était pas évident de se dire qu'on partait sur ce secteur-là. Quel a été au-delà de l'anecdote personnelle, quel a été le raisonnement? Pourquoi et comment? C'est encore un peu la faute de Thomas Clausel qui, après qu'on ait clôturé Protège son soignant, nous a dit les gars, vous avez du temps, il y a tout à faire dans la cancéro, c'est la première cause de mortalité dans les pays occidentaux, c'est la 2e cause de mortalité dans le monde. Il y a un problème d'offre et de demande, entre guillemets, c'est ce que disent ces chiffres. Je suis sûre que vous pouvez faire quelque chose et donc j'y viendrai après, mais je peux vous mettre en contact avec plein d'établissements hospitaliers oncologues qui s'intéressent à la tech et à l'IA. Et c'est lui qui nous a mis en contact avec l'hôpital Gustave Roussy, dont je parlerai après. Mais le marché, en fait, s'il faut l'adresser comme ça, des oncologues, c'est 67 000 oncologues dans le monde, 1200 en France, 1600 si on prend les hématos. En France, il y a 5 millions de patients et patientes qui vivent avec un cancer. Il y a 450 000 nouveaux patients par an et patientes. Et donc, vous voyez bien qu'il y a un problème d'offre et de demande. On a fait un petit calcul pour s'amuser chez Résilience. Si un oncologue voyait un patient par trimestre, chacun de ses patients, une fois par trimestre, qui n'est pas beaucoup quand même pour un patient qui a une maladie très grave, il faudrait qu'il fasse 120 consultations par jour. Vous voyez bien que c'est impossible. Il y a vraiment un match d'offre et de demande. C'est ce que tu mets dans tes slides là, c'est qu'en moyenne, un oncologue consacre 1 à 2 heures par an à son patient. Donc en fait, tout le monde souffre. Le patient, bien évidemment, parce que quand on vous apprend un choc tel que la maladie du cancer, déjà c'est terrible. Il faut comprendre la maladie, comprendre les traitements qu'on va vous administrer, comprendre les effets secondaires induits par ces traitements. Enfin, franchement, il faut avoir un PhD pour comprendre, quoi. Et sauf que ça, c'est fait dans quelques minutes, de façon très bouleversante pour le patient, donc il en souffre. Le professionnel de santé, et particulièrement les oncologues, souffrent aussi énormément. L'ASCO, c'est la Société savante en cancérologie, a fait une étude sur la santé mentale des jeunes oncologues. 70% d'entre eux se déclarent en burn-out. Donc j'imagine que les 30% restants le sont aussi, mais n'osent pas se déclarer. Donc en fait, il y a quand même un vrai problème de souffrance. Et puis le système de santé est lui aussi en souffrance. On voit tous les manifs dans la rue régulièrement qu'il y a, des professionnels de santé, des soignants, de la souffrance. Et donc, on s'est dit, mais en fait, peut-être que la tech peut être à leur service. On les remplacera pas du tout, c'est pas la volonté, mais on peut être à leur service. Et donc, c'est comme ça qu'en rencontrant l'hôpital Gustave Roussy, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire entre entrepreneurs et chercheurs. Tu veux nous en dire 2 mots justement sur Gustave Roussy, parce que c'était un des... Yes, absolument. C'est vraiment un des éléments les plus structurants de l'aventure Résilience. Ouais, peut-être tu peux juste revenir dans le slide d'après. Donc, j'ai cofondé Résilience avec Jonathan et puis 2 autres personnes qui sont Mathieu Pozza et Nicolas Helleringer, qui est là, qui est notre CTO. On s'est dit, faut partir bien armé parce qu'on se lance dans un sujet quand même assez complexe. Et puis, effectivement, la rencontre de Gustave Roussy. Et là, toutes ces têtes que vous ne connaissez pas, c'est notre comité scientifique. Ce sont que des pontes. Et ils nous ont beaucoup aidés. Et en fait, Thomas, qui doit être quelque part, tout au milieu, qui était au sein de notre comité scientifique, nous a mis donc en contact avec le monsieur qui est à sa droite, qui s'appelle Fabrice André, qui est un professeur de cancérologie, de sénologie, donc le cancer du sein, qui dirige la recherche à Gustave Roussy. Et donc, quand on a rencontré Fabrice, on s'est dit avec John, donc ça on était fin 2020, il va nous consacrer 15 minutes, il va nous prendre pour des barjots et puis il va nous foutre dehors, quoi. Et donc, on arrive au 7e étage, c'est quand même un très grand hôpital. On était reçus tout en haut dans la salle. Et en fait, on a passé la journée entière avec lui. On a déjeuné avec lui. Enfin, on s'est vraiment pas quitté. Et lui, ce qu'il nous a dit, c'est en fait, c'est des gens comme vous qui vont inventer notre métier demain. Et nous, on veut en faire partie. Et le digital est une révolution au même niveau que la génétique l'a été pour la cancérologie. Donc, on veut en faire partie et on veut vraiment être à l'inception. Et moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que on était vraiment persuadés qu'il allait nous dégager en disant, mais oh, ça va, les entrepreneurs qui ont à moitié réussi, pour qui vous vous prenez? Et en fait, pas du tout. Il s'est dit, mais nos métiers, ils doivent changer. La recherche doit changer. L'approche qu'on a pour soigner les patients doit changer. Ça, ouais. Ça, on le voit à chaque fois qu'on
qu'on va chez son généraliste, hein, quand on demande aux praticiens de quoi ils ont besoin, très souvent les gens répondent donnez-nous des outils pour nous visualiser, pour suivre nos patients. Quand on n'a pas le temps, récemment, on l'a vécu ensemble. On a eu un petit incident de la route ensemble. On a été obligé de consulter en urgence. On n'est pas ensemble, mais on était ensemble en vacances. Je précise. Donc, il y a eu des points de suture qui ont été faits par quelqu'un qui nous a dit ah mais c'est incroyable. C'est moi qui ai eu les points de suture, rappelle. Mais il tenait la lampe. Exactement. Mais globalement, les praticiens, quand on leur parle, demandent des outils, ils sont pas du tout. C'est ce qu'on voit aussi nous, pas du tout dans le refus de la digitalisation. Ils attendent les bons services. Ouais, complètement. Et du coup, Gustave aussi nous a dit, on a une étude en cours qui s'appelle CAPRI, qui est une étude randomisée. Donc, randomisée, ça veut dire qu'il y a la moitié des patients à qui on donne le médicament et l'autre moitié à qui on le donne pas. Et on voit s'il y a des bénéfices pour ceux qui ont eu le médicament. Sur la télésurveillance médicale, les bénéfices sont forts. Est-ce que ça vous intéresse de la reprendre? Parce que nous, on ne sait pas industrialiser. Donc, la télésurveillance, c'est quoi? Le mot est horrible. Mais en fait, c'est assez simple. C'est de la possibilité de surveiller le patient à distance. Puisqu'en fait, en onco, 99% du temps, le patient, il est en dehors des yeux de son oncologue ou de l'hôpital. Il prend une thérapie, par exemple, orale. Quasiment 40% des médicaments, maintenant, c'est des cachets qu'on prend en chimiothérapie, par exemple. Ou alors, il fait de l'IV, de l'injectable, mais il vient la journée à l'hôpital, puis ensuite, il repart et il reprend sa semaine. Et donc, en fait, quand il a des effets secondaires qui sont très lourds, il n'est pas à l'hôpital. Et le problème, qu'est-ce qui se passe quand on a des effets secondaires tels que ces médicaments l'apportent, c'est-à-dire des nausées, des vomissements, des neuropathies, des problèmes cardiaques, on essaie d'appeler l'hôpital. Mais évidemment, personne ne répond. Et donc, cela arrive à une conclusion désastreuse, c'est que 30% des patients sont non adhérents à leur thérapie. Non adhérents, ça veut dire qu'ils la prennent pas ou alors qu'ils la prennent que de façon sporadique. Et donc, c'est des pertes de chances de vie pour ces patients et ces patientes. Et donc, la télésurveillance, le système, c'est assez simple, c'est suivre à distance le patient, suivre ses toxicités pour qu'il puisse les remonter et qu'on puisse savoir quand est-ce que il y a un problème de risque de rechute ou complication. Capri, ils avaient réussi à prouver en fait des bénéfices assez forts, c'est-à-dire une amélioration de la qualité de vie du patient, il se sent mieux soutenu, une diminution des toxicités qu'il ressent parce qu'elles sont mieux prises en charge, et puis un impact médico-économique, donc une régulation de la venue aux urgences et des jours d'hospitalisation non prévus. Donc en gros, il va moins à l'hôpital sur des besoins qu'il n'a pas. Ce qui permet aux soignants de se concentrer sur le bon patient au bon moment. Et ensuite, ils nous ont dit, en fait, nous on disait, mais c'est génial. Il dit, oui, mais on sait pas l'industrialiser. Ils avaient un vieux truc CRM. C'était des infirmières et infirmiers avec un téléphone comme ça qui essayaient d'appeler, non évidemment pas Batch, qui essayaient d'appeler les patients. Enfin, ils avaient du mal à développer la techno. Donc on s'est dit, ok, reprenons l'étude, on fait une joint venture, on crée Résilience ensemble, et nous développer une app qui envoie des questionnaires personnalisés aux patients toutes les semaines, adaptés à leur traitement, adaptés à leur patho, avec une user experience, une application et qui qui permet un engagement et de la rétention du patient. Ça, on sait faire. Et donc c'est comme ça qu'on a créé Résilience. Génial. Ça c'est la fameuse plateforme Résilience qu'on vous a mis à l'écran, qui fonctionne de manière assez classique avec deux services reliés mais distincts, un pour les oncologues et leur staff médical. C'est une des spécificités aussi de la gestion de la relation patient dont Sarah et Anne vous diront quelques mots ensuite. Souvent le point d'entrée des patients chez Résilience, pas nécessairement le téléchargement d'une appli, mais c'est un ou une infirmière qui vient créer un compte. C'est prescrit. Et les applications mobiles dont on va aussi évidemment vous parler un petit peu plus dans la partie suivante. Peut-être je peux dire juste 2 mots sur le mode de fonctionnement rapidement. Bien sûr. Donc en fait, l'oncologue prescrit Résilience comme un médicament. Il y a une infirmière ou un infirmier qui fait de l'inclusion du patient. Et ensuite, le patient, toutes les semaines, il reçoit un push SMS avec un questionnaire qui est adapté à sa patho et ses traitements. Ça lui ouvre l'application. Il remplit le questionnaire sur l'application. Et donc nous, on collecte toutes les toxicités et les effets secondaires et on a des algos qui vont, en fonction de multiples facteurs, remonter une alerte, si nécessaire, au personnel soignant qui les suit pour les alerter sur un risque de rechute ou de complication. Donc c'est vraiment très simple. Et ensuite, le patient, sur son application, il a du contenu d'éducation thérapeutique. Donc vulgairement, c'est des articles, des podcasts et des vidéos qui se personnalisent en fonction de sa patho, ses traitements, et puis de tous les effets secondaires qu'il vient de saisir dans son questionnaire, et qui lui permettent d'être vraiment acteur sur sa maladie. Et on a une 3e dimension, on propose des soins de support digitaux. Les soins de support, ça a été reconnu comme étant essentiel pour soigner les patients et les patientes atteints de cancer, mais malheureusement, la fracture
social fait que peu de gens y ont accès. Les soins de support, c'est quoi? C'est l'activité physique, le yoga, la méditation, les thérapies cognitives comportementales. Et donc, nous, on a tout digitalisé. On a un programme d'activité physique qui est adapté, un programme de yoga, un programme de méditation, des thérapies brèves qui apportent des bénéfices pour les patients en termes de qualité de vie, de bien-être général. Et puis, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, exactement. Donc, c'est la partie digital thérapie. Et donc, Sarah vous expliquera comment la mécanique CRM qu'on a mis en place, elle était essentielle pour créer la rétention et l'engagement de ces patients. Je fais un petit spoiler, mais la moyenne d'âge de nos patients, c'est 70 ans. Ça va nous faire une super transition pour la suite, je pense. On avait encore une petite slide sur les projets et la vision data, peut-être de résilience. Tu peux nous en dire 2 mots et ensuite on passera à la suivante. 2-3 trucs sur lesquels on est passé vite, mais on a fondé beaucoup la boîte puisqu'on a levé 47 millions d'euros. On est 120 collaborateurs chez Résilience. Et donc, dans l'équipe de Nicolas, il y a une équipe data, un mélange de data scientist, machine learning ingénieur et puis data ingénieur. L'idée étant de se dire, en fait, ce que fait Résilience, c'est de collecter des données de vie réelle, d'utilisation de médicaments, ce que aucun labo pharma n'a comme connaissance ou information. Donc nous, on ne veut absolument pas vendre la donnée, ça c'est un point qui est essentiel. Mais par contre, on commence à travailler sur des projets de recherche, de prédiction de toxicité pour les patients. Donc on commence à pouvoir extrapoler, basé sur la connaissance qu'on a des patients, sur un groupe de patients, un type de traitement. Voilà les effets secondaires qu'ils pourraient avoir dans le futur. Et donc à terme, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est effectivement une plateforme plutôt data dashboard qui permettent de simuler des médicaments et de les tester, en fait, avant de les tester dans la vie réelle, de pouvoir les tester d'un point de vue data. Donc voilà, cette équipe travaille sur ces projets de recherche-là. C'est un investissement long terme mais qui nous paraît essentiel parce que ça nous permettra d'améliorer le quotidien du patient, du soignant et puis la recherche. Génial, très clair. Je vais faire un petit retour en arrière rapide pour vous. On a fait un petit détour dans les slides, mais avant de passer la parole à Sarah et Anne, je voulais juste rappeler en 2 mots également Batch qui on est et ce qu'on fait. Alors je vais passer très rapidement, mais vous l'aurez compris, on n'est pas un vieux CRM, en tout cas on essaie de ne pas l'être. On essaie plutôt d'être un CRM de nouvelle génération. La boîte a 8 ans, on est une centaine de personnes, on travaille avec environ 400 clients un peu partout en Europe. Le produit, la plateforme Batch, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une Customer Engagement Platform qui permet de faire 3 choses, centraliser toute sa donnée client ou patient, créer tous les scénarios d'engagement relationnel et de communiquer avec ces gens-là, les utilisateurs de son service digital, au travers de tous les canaux de communication, email, SMS, notifications push web, message in-app au sein des applications, de manière à pouvoir communiquer, engager avec la bonne personne au bon endroit. La slide, un petit peu sapin de Noël, mais qui est importante chez nous, c'est celle-là. Qui explique pourquoi on n'est pas un vieux CRM, mais plutôt un nouveau CRM. La manière dont on se connecte aux environnements de nos clients se fait de manière directement intégrée chez eux. Donc, on a toute une famille de fonctionnalités qu'on appelle chez Batch Connectivity, qui permettent de se connecter aux environnements de nos clients. Alors, dans le cas de Résilience, on l'a mis dans le logo à l'écran, on a des SDK qui s'intègrent dans leurs applications et leurs sites, on a des API qui se connectent à leurs services back-end. On a toute une série de connecteurs pré-packagés qui leur permettent éventuellement d'amener de la donnée directement sur Batch et donc de recréer chez nous le proverbial, la fameuse vue client unifiée qui a la spécificité chez nous d'être créée en temps réel, puisque toute cette donnée vient directement des applications, des sites à chaque événement, chaque action d'un patient dans l'application ou sur un site. Tout ça nous permet d'activer ensuite toute une série de fonctionnalités CRM que je pense vous connaissez de manière générale, donc la vue client unifiée chez Batch, tous les outils de segmentation pour définir à quelle personne je vais envoyer à quel moment, tous les outils d'orchestration qui permettent de créer des campagnes, donc soit one-to-many, je veux adresser toute ma base ou un segment, soit très one-to-one, je vais créer des parcours d'engagement multi-étapes, multi-touch, sur la base de la personne s'est créé un compte, au bout de 30 minutes, je vais automatiser un email. On a dans la plateforme tous les outils de création de ces messages, donc des outils de composition pour créer vos emails, vos campagnes de notification push, pour créer de manière un peu no-code des messages in-app au sein des applications, des outils de personnalisation en A/B test ou en utilisant cette donnée pour personnaliser les messages, et enfin toute une série d'outils d'analyse de son action qui permettent de comprendre l'impact et la performance de ses campagnes. Tout ça permet de faire ce qu'on appelle dans le jargon du life cycle marketing, donc de la gestion du cycle de vie client depuis son point d'entrée jusqu'à son usage actif et régulier, avec l'accompagnement d'une bonne trentaine d'experts qui accompagnent nos clients dans 3 équipes réparties en solution engineering, des ingénieurs qui aident nos clients à intégrer la plateforme, customer success qui les aide
à tirer parti des outils, et Customer Care qui gère ce qu'on appelle chez nous le ticketing et qui permet de répondre très rapidement aux problématiques techniques ou marketing. Voilà, j'en ai fini pour la minute autopromo, mais ça permet de contextualiser et de ensuite passer la parole sereinement à Sarah et Anne pour vous parler un petit peu dans le contexte de ce qu'est Résilience et de ce qu'est Batch, de leur philosophie, de l'approche de la relation patient, de leur tactique pour la mettre en œuvre et de quelques cas d'usage. Je suis à votre service pour passer des slides. Est-ce que Anne, tu veux prendre la parole pour te présenter? Allez, très bien. Sarah? Parfait. Merci Simon. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Anne, Customer Success Manager chez Batch depuis un peu plus de 2 ans. J'étais déjà dans le CRM avant puisque j'étais CRM Manager chez Palais d'été. Et j'ai choisi du coup de passer plutôt côté Presta pour pouvoir voir plein de stratégies différentes, que ce soit aussi des problématiques différentes. J'ai la chance d'accompagner des grands groupes comme Intermarché et des plus petites entreprises comme Thiel notamment. Thiel, c'est une application de bien-être et de santé mentale et de voir donc plein de stratégies différentes. Et j'ai eu la chance notamment d'accompagner la SNCF pendant la période où Sarah était chez la SNCF. On s'est rencontrés là-bas et on est aujourd'hui sur un beau projet qui est Résilience. Et je te laisse te présenter également, Sarah, et présenter ton parcours. Donc, enchantée, moi c'est Sarah. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis chez Résilience en tant que CRM Senior Manager sur le périmètre engagement patient. Et en fait, au global, ça fait 7 ans que je travaille dans le CRM. J'ai principalement travaillé dans le secteur du transport et du voyage, donc ça n'a rien à voir avec la santé, autant chez le client que dans le conseil. Et donc j'ai été amenée à porter en fait différentes casquettes, certaines très opérationnelles, plus stratégiques, de gestion de projet aussi. Et j'ai aussi été amenée à travailler avec plusieurs outils, Selligent, Adobe Campaign. Il faut que je parle plus fort, pardon. Et aussi avec Batch. Et c'est d'ailleurs lors de mes 2 dernières missions chez SNCF Voyageurs, devenu maintenant SNCF Connect and Tech, que en fait j'ai commencé véritablement à travailler avec Batch, où en fait je l'ai implémenté 2 fois. Une première fois sur l'assistant SNCF, feu l'assistant SNCF qui n'existe plus aujourd'hui, et ensuite une seconde fois sur l'application SNCF Connect, dans le cadre de la bascule Oui SNCF et SNCF Connect. Et donc en fait avec Résilience, c'est la 3e fois que j'implémente Batch. Donc je commence un peu à connaître. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer un peu pourquoi tu as choisi de rejoindre Résilience suite au parcours que tu as eu notamment dans le conseil, où tu étais plutôt aussi en grand groupe, intégré dans des grands groupes comme la SNCF? Ouais, effectivement, en conseil, d'ailleurs, mon ancien manager est ici, chez Opal Consulting. En fait, j'ai fait, entre autres, 2 missions à la SNCF, dont la dernière, en fait, d'1 an et demi, qui était, en fait, la bascule Oui SNCF, SNCF Connect. Et en fait, ma mission arrivait à sa fin. Et en fait, je suis sortie d'une phase assez intense, projet d'1 an, 1 an et demi, où en fait, je me suis dit, c'est l'occasion de me poser la question de ce que je veux faire après, entre guillemets. Le Covid était aussi passé par là et il y a vraiment cette question en fait, d'impact et de sens qui s'est posée. Et en fait, je cherchais plutôt quelque chose dans une idéalement plus petite boîte avec vraiment cette notion d'impact, et soit dans des secteurs comme la santé ou l'écologie. Et en fait, un jour, je suis tombée sur une annonce Résilience. Et voilà, en fait, l'histoire s'est écrite, ça cochait toutes les cases. Et en tout, Résilience, c'est vraiment une entreprise à mission dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie des patients qui ont un cancer. Et en fait, je m'y retrouvais. Et donc, ça va faire 1 an que j'y suis. Et il y a énormément de challenges. Déjà, c'était un secteur que je ne connaissais pas du tout, la santé. C'est aussi un secteur avec un cadre réglementaire qui est aussi assez particulier, assez lourd. Je pensais qu'à la SNCF, c'était déjà élevé, mais alors là, on est sur encore un tout autre niveau. Et puis aussi, la particularité, c'est qu'on s'adresse à des patients. Et donc, ça veut dire qu'en termes de cible, ce n'est pas des clients, c'est des patients. Et aussi, en termes de messages, c'est une tonalité, c'est des mots à choisir. Il faut faire très attention. Et en fait, ça fait 1 an. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, d'une part, il y a tout à faire, tout à construire.
Et d'autre part, en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est que l'engagement, en fait, est vraiment au cœur de la stratégie de résilience. Enfin, comme le disait Céline, c'est extrêmement important en fait, qu'un patient revienne toutes les semaines et complète son questionnaire parce qu'en fait, ça a des impacts sur sa qualité de vie, sur son adhérence au traitement, etc. Et en fait, au-delà de ça, en fait, un des objectifs aussi, c'est vraiment de faire de résilience une sorte de thérapie en fait, digitale qui aura demain un impact sur la qualité de vie du patient et qui aura aussi des impacts cliniques démontrés. Et donc, en fait, en prenant ça, forcément, ça a des impacts sur le CRM, sur quelle stratégie on peut mettre en place, quels sont les outils qu'on choisit, quelle est l'intelligence, en fait, qu'on définit, en fait, qu'on choisit, quelle est la stratégie qu'on choisit pour, en fait, se dire, je réponds à cet objectif qui est comment, en fait, j'essaie d'accompagner au mieux le patient pour faire en sorte, en fait, qu'il tire vraiment tous les bénéfices possibles des outils qu'on lui met à sa disposition. Et qu'en fait, il les utilise aussi dans la durée, puisqu'en fait, c'est vraiment dans la durée que l'impact est démontré. Voilà. Merci beaucoup Sarah pour ces explications. Donc oui, on a beaucoup de chance d'avoir Sarah aussi comme cliente. On a beaucoup échangé quand on a commencé le partenariat avec Batch sur ta vision, ta stratégie. On l'a remise dans cette slide. Donc l'idée, c'est que cette slide, elle vous sera partagée aussi à la fin. Donc c'est pas forcément de tout lire ici, mais de plus comprendre toi, Sarah, ta vision du CRM, les enjeux que tu as pu faire face aussi chez Résilience. Voilà, comprendre un peu le contexte aussi de cette slide. Effectivement, du coup, on a toute cette logique de comment est-ce qu'on engage aujourd'hui le patient. Alors, on a des objectifs un peu chiffrés, de se dire, en fait, il faut que le patient revienne 2 fois, par exemple, dans l'application. Il faut que 90% en fait, de nos patients aient téléchargé l'appli, etc. Mais en fait, l'idée, comment on l'a mis en place, voilà, on a un peu cet objectif au global. Et en fait, il fallait bien commencer, entre guillemets, par quelque chose. Donc déjà, il y a bien sûr toute la partie implémentation de Batch, parce qu'en fait, initialement, il y avait rien d'un point de vue marketing, dans le sens où on n'avait pas de base de données marketing, on n'avait pas d'endroit où en fait, on stockait ces données en fait, à usage marketing, etc. Donc, il a fallu construire tout ça. Et après, en fait, par où on a pris le bout, et c'est un peu les slides après, c'est de se dire, en fait, finalement, on va se concentrer sur deux... Il fallait commencer par quelque chose. On va se concentrer sur 2 moments importants. Le premier, en fait, c'est qu'on va commencer tout simplement par le début. En fait, se dire, on va se concentrer sur les 3 premiers mois d'inclusion du patient. C'est ce dont qu'on a 4 cartes au café. Et le deuxième, on en parlera après. C'est vraiment dans cette expérience programme de soins de support, comment est-ce qu'on agit. Mais du coup, si je reviens là sur ce premier aspect et ces premiers mois, ça a été vraiment assez bête. On a travaillé beaucoup avec les équipes produits, avec les UX. On a aussi, j'ai parlé avec des infirmières. On en a aussi en interne. Et en fait, c'est de se dire, en fait, comment se passe le parcours du patient à partir du moment où en fait, il est inclus par son infirmière et sur les 3 premiers mois. Et en fait, quels sont déjà les touchpoints existants? Parce qu'en fait, il y a des choses un peu structurantes qu'il faut qu'on prenne en considération. D'une part, c'est que en fait, je l'ai déjà dit, on s'adresse à des patients. D'autre part, c'est qu'en fait, notre patient, il va déjà recevoir en fait, toutes les semaines des SMS qui vont lui rappeler en fait, de répondre à son questionnaire. Donc, c'est des choses aussi à prendre en compte d'un point de vue logique et pression. Le questionnaire, tu peux nous dire en quoi il est important dans le parcours global, stratégiquement, ce questionnaire de... En fait, c'est tout l'intérêt du coup. Le questionnaire, c'est vraiment tout l'intérêt de la télésurveillance. En fait, c'est ce questionnaire, il le reçoit. L'objectif, c'est qu'il réponde 1 fois par semaine. C'est ce qui lui a été prescrit, entre guillemets, par l'oncologue. Et c'est en fait ce qui fait que demain, s'il y répond, en fait, il sera mieux pris en charge par son équipe soignante et avec derrière des impacts sur sa qualité de vie, sur son adhérence au traitement. C'est un peu cette étude Capri qu'évoquait Céline. Donc en fait, on a déjà ces questionnaires qui existent par défaut, entre guillemets, dans le parcours du patient, donc il fallait prendre ça en compte. Et le deuxième point en fait, qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est qu'en fait, nous, on parle de communiquer du coup au patient lors de son inclusion, mais en fait, c'est juste qu'on n'a aucune idée de la temporalité du patient. C'est-à-dire que le patient, en fait, il peut... aujourd'hui, en base CRM, on n'a aucune idée de la temporalité du patient. Donc le patient, en fait, il peut avoir, être quand il est inclus chez Résilience, ça peut être suite à l'annonce, mais ça peut être aussi 5 mois après l'annonce, alors qu'il commence un nouveau traitement. Voilà, il peut y avoir des temporalités extrêmement différentes. Et en fait, ça, il fallait aussi que ça se retranscrive sur le parcours patient et sur ce qu'on allait mettre en place. Parce qu'en fait, il ne faut pas non plus être trop spécifique.
Donc en fait, il faut réussir à accompagner le patient de manière personnalisée avec les données qu'on a, mais sans pouvoir en fait, sans avoir toutes les informations entre guillemets. Je ne sais pas si tu veux... Ah non, moi je voulais juste dire un petit mot sur le questionnaire pour illustrer l'importance. Il y a pas très longtemps, un patient qui avait un cancer du poumon a mis dans le questionnaire qu'il avait un peu mal à la poitrine, mais qui s'inquiétait pas parce que c'est sûrement dû à sa maladie. Et en fait, il était en train de faire un infarctus et l'infirmière qui a récupéré le questionnaire s'est dit ah non mais c'est pas normal qu'il ait cette douleur-là. Elle a appelé le patient, il n'était pas du tout inquiet, il disait non mais c'est bon, ça va. Et en fait, les traitements peuvent être très toxiques au niveau cardiaque et donc elle a su détecter dans ce que le patient lui-même n'avait pas pris conscience qu'il y avait un impact réel sur la survie du patient. Et des cas comme ça, on en a des dizaines toutes les semaines. Donc en fait, c'est pour ça que le questionnaire, il est vraiment central dans le suivi et l'accompagnement des patients et que toute la logique CRM, elle est essentielle parce que c'est se dire qu'on va pouvoir potentiellement sauver la vie de quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il est dans une phase de complication ou de rechute. Génial. Tu veux qu'on... Juste un petit mot sur le parcours, comment toi Sarah, tu as réussi à établir ce parcours, à définir aussi les touchpoints, à te dire ok c'est à ce moment-là où il faut qu'on parle avec l'utilisateur? Du coup comme je disais, on a eu beaucoup d'échanges avec les équipes UX, les équipes de PM, les infirmières, etc. pour en fait déjà un peu cartographier ce parcours qui apparaît de manière très très simplifiée ici sur les 3 premiers mois. Et après, en fait, on avait des enjeux, entre autres, on en parlera avec le premier use case, mais en fait, il y avait des enjeux qui avaient été identifiés véritablement d'accompagnement, de pédagogie. Et en fait, vraiment, l'idée, ça a été un peu de cartographier, entre guillemets, ces moments un peu prioritaires et de dire, en fait, on va agir dessus d'abord sur les 3 premiers mois et après, en fait, on étendra. Donc, ça a été vraiment par logique de priorité par rapport à ce que nous, on avait identifié. Les pain points, entre guillemets, qui avaient été remontés et comment est-ce qu'on pouvait agir efficacement dessus. Super clair. Je pense que c'est une bonne transition après sur aussi les use cases qu'on va vous montrer. L'idée, c'était de comprendre la stratégie assez globale, rentrer un peu plus dans le parcours utilisateur, comme tu l'as mentionné, et maintenant revenir sur des cas d'usage très précis, dont ce premier cas d'usage, c'est un cas d'usage qui est assez classique. C'est ce qu'on pousse généralement à nos clients en premier, c'est le cycle d'onboarding. Est-ce que Céline en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous expliquer aussi dans quel cadre ce cycle arrive et aussi le contexte de la situation? Donc effectivement, ce cycle arrive tout au début du parcours patient, au moment de son inclusion. Et en fait, il faut avoir en tête 2 spécificités. Une qui a été évoquée par Céline, c'est qu'en fait, la moyenne d'âge de nos patients, c'est une moyenne d'âge de 70 ans. Et en fait, quand on regarde un peu les tranches d'âge, il y a 33%, un tiers de nos patients, en gros, qui sont entre la tranche 55 et 85. Donc c'est pour donner une idée. On est aussi sur une population qui est plutôt CSP-, en dehors des villes, plutôt sur du Android. Donc c'est des choses à avoir en tête. Et le deuxième point, en fait, comme l'expliquait Céline, c'est qu'aujourd'hui, la télésurveillance est quelque chose de prescrit. Et en fait, l'inclusion, du coup, l'inscription du patient dans nos bases se fait par une tierce personne. Donc, en fait, c'est une infirmière qui va inscrire un patient chez nous, qui va en fait lui créer un compte. Et en fait, cette inscription peut se faire à distance. Et le patient, en fait, ne peut aussi avoir entendu parler que très rapidement de résilience et avoir des explications très brèves sur en fait, la manière dont ça allait fonctionner. Donc, il y a vraiment un enjeu d'accompagnement et de pédagogie en fait, sur ces premières semaines d'inclusion pour faire comprendre en fait, aux patients ce qu'est résilience, comment ça fonctionne la télésurveillance, pourquoi c'est important que vraiment chaque semaine, il réponde à son questionnaire et au-delà des questionnaires, en fait, tout ce que l'application peut lui apporter. Et en fait, c'est véritablement les 3 temps qu'on a ici. Le premier, en fait, il est envoyé 30 minutes après en fait, que l'infirmière ait inscrit le patient. En parallèle de ça, le patient aura reçu un SMS qui l'invite à créer son compte. Donc, en fait, c'est pour ça que ça arrive 30 minutes aussi après. Et pas immédiatement pour laisser en fait, le temps au patient de se créer son compte, etc. Enfin, de finaliser la complétion de compte. Et en fait, ce premier email, c'est un email où il va y avoir une présentation de comment fonctionne la télésurveillance. On a une vidéo en fait, d'une de nos infirmières en interne qui explique en fait, comment ça va se dérouler.
Et il y a aussi en fait des explications pour en fait l'aider à télécharger l'application. Donc pareil, là on a une petite vidéo d'Antoine qui travaille au support qui explique en fait tout simplement aux patients. Une super vidéo. Elle est avec un peu du motion, enfin il y a du motion dedans et tout, elle est très chouette et en fait c'est tout bête, mais effectivement, en moyenne d'âge 70 ans, en fait on a des patients qui ne savent tout simplement pas comment télécharger une application. Donc voilà, le deuxième temps qui est envoyé à plus d'une semaine, enfin à plus 7 jours, c'est vraiment de se dire en fait, maintenant qu'il a téléchargé l'application, il a aussi normalement déjà reçu un premier questionnaire. L'idée c'est vraiment de lui expliquer en fait pourquoi c'est super important qu'il continue à y répondre. Et là pareil, on a de nouveau des vidéos, de témoignages et en fait on a réalisé que c'est aussi super important pour le patient autant d'avoir des témoignages d'autres patients pour en fait se dire je ne suis pas seule et en fait c'est toujours plus simple à entendre quand ça vient de quelqu'un qui vit la même chose que moi. Et on a aussi des vidéos d'infirmières, de témoignages. Et le dernier temps, du coup, c'est vraiment de se dire, maintenant que tu as compris en fait à quoi servait, comment fonctionnait Résilience et pourquoi c'était important de répondre à tes questionnaires, et si en fait tu découvrais entre guillemets tout ce qu'il y avait encore sur l'appli. Donc autant cette logique de contenu pour mieux comprendre la maladie, mais aussi en fait se dire que cette application elle peut t'aider en fait à apaiser les symptômes et les effets secondaires que tu ressens. Et en fait, tu peux aussi retrouver des témoignages, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire sur ces 3 premières semaines, en fait, on focus le patient sur la prise en main de l'outil, les questionnaires qui sont du coup essentiels, et en fait, on commence à ouvrir entre guillemets le champ des possibilités en disant mais en fait, tu peux faire aussi d'autres choses. Et après, la suite est travaillée sur les semaines suivantes. Mais voilà, globalement. Merci Sarah. On a 2 use cases de plus que tu peux peut-être décrire rapidement et ensuite on prendra des questions. Ouais, aucun problème. Je voudrais dire qu'il y a eu un méga impact quand même parce que il y a 1 an avant qu'on démarre ça, on était au tout début à 30% des patients qui avaient téléchargé l'application et les 70% restants répondaient au questionnaire qui était sur un format WebView. Et aujourd'hui, on est à plus de 80% des patients qui ont téléchargé l'application. Donc en fait, l'impact a été énorme. Alors c'est pas que les emails, c'est tout ce qui a été mis en place, mais évidemment le Welcome Pack y a énormément contribué. Top. Merci pour cette précision. Il y a un autre format que sont les événements live. Sarah, tu veux nous raconter un peu? Alors, chaque mois, effectivement, on organise ce qu'on appelle les rendez-vous résilience. Donc, en fait, c'est une conférence en ligne qui va permettre aux patients de venir poser ses questions en direct à Anne-Sophie, qui, chez nous, porte la voix du patient, et au docteur Fanny Jacques, qui aussi travaille chez nous en tant que psychiatre. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aider le patient à poser des mots en fait sur ce qu'il vit et à lui en fait ouvrir un espace un peu de parole où il va pouvoir poser ses questions en direct, etc. Et donc en fait ces conférences en ligne aujourd'hui sont faites sur Zoom, elles ont lieu 1 fois par mois et en fait on va utiliser là ici Batch surtout pour l'aspect recrutement. En fait, comment ça se passe? 15 jours avant, le patient va recevoir une invitation par email un peu officielle qui va en fait l'inviter à la prochaine conférence en ligne. Et ensuite, on va utiliser en complémentarité l'INAP et le push. En fait, le patient, pour répondre à son questionnaire, se rend 1 fois par semaine dans son application. Donc, l'idée, c'est de se dire, on lui fait un INAP qui va s'intégrer un peu dans son parcours. Et si jamais, en fait, il n'est pas venu sur l'application, on va plutôt utiliser le push en rappel. Donc, vraiment, l'idée, c'est pas d'être non plus trop en surpression, mais plutôt d'utiliser le push et l'INAP en complémentarité. Demain, on pourra aussi le faire avec l'email, mais voilà, l'idée, c'est de travailler là-dessus. Et en fait, on a lancé ça en mai et c'est super chouette parce qu'on a de très bons taux de conversion, des participants aussi qui grimpent de rendez-vous en rendez-vous. Et je parlais tout à l'heure d'impact, mais on a aussi de très bons retours. Et en fait, ça fait toujours plaisir quand on reçoit des messages à la fin qui tout simplement remercient en fait du temps passé et de l'initiative. Et voilà. Génial, très cool. Dernier question qui est plus classique, celui-là. Plus classique, mais je pense que si on n'en fait plus qu'un, il faut peut-être plutôt parler des programmes. Alors, parlons des programmes. Les programmes qu'on n'a pas lancés encore. Mais donc, en fait, comme l'expliquait Céline, en fait, on est en train de lancer, il y en a déjà plusieurs qui sont sortis, mais ce qu'on appelle les programmes de soins de support. Donc, en fait, c'est des programmes qui durent de 6 à 12 semaines aujourd'hui.
et en fait qui sont démontrés, prouvés cliniquement et qui ont été en fait construits, créés par des experts et aussi des médecins, des professionnels de santé. Et en fait, durant ces programmes, en fait, le patient va s'initier en fait à des disciplines bienfaitrices qui vont être le yoga, la méditation ou l'activité physique adaptée. Et en fait, l'idée, ça va lui permettre en fait d'agir par lui-même sur ces symptômes qui vont être par exemple la fatigue, le stress, l'anxiété. Et donc, en fait, l'inscription à ces programmes se fait au sein de l'application. Donc, en fait, le patient s'inscrit par lui-même et en fait, son programme va être découpé en semaines aujourd'hui, avec du coup un début, une fin, des semaines qui se débloquent au fur et à mesure. Et en fait, l'idée vraiment, ça a été de construire une stratégie CRM, du coup, qui sort la semaine prochaine, qui va vraiment en fait engager et accompagner le patient tout le long, en fait, pour faire en sorte qu'il aille au bout, parce qu'en fait, et qu'il remplisse ses objectifs. Par exemple, pour la méditation, il faut qu'il fasse, pour en fait qu'il y ait des bénéfices et des impacts sur sa qualité de vie, 20 minutes de méditation par jour pendant 6 semaines. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à ressentir les bénéfices. En fait, c'est vraiment du coup l'accompagner et faire en sorte qu'il rentre dans ses objectifs et qu'il les complète. Donc en fait, là, je ne veux pas le détailler, mais l'idée, c'est vraiment soit le Pardinap, soit du push ou soit de l'email, de l'accompagner tout au long de son parcours en se disant, en fait, le programme a commencé, allez, vas-y, c'est parti. Ta semaine, elle a commencé, tu as toujours un petit message de cheering, en mode, allez, vas-y, on est avec toi, continue. S'il ne revient pas, en fait, lui dire, en fait, en quoi c'est important la consistance, la régularité en fait dans son approche. Quand il y a des semaines qui se débloquent, le prévenir aussi. Et après, finalement, la fin, du coup, en fait, le congrats, l'évaluation de la SAT, etc. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser en complémentaire les canaux avec le push, c'est plutôt sur des messages d'encouragement, de rappel. L'email, c'est du contenu qui est un peu plus long, où en fait ça va être des récaps de la semaine, des témoignages pour qu'ils continuent en fait dans la durée. Et l'INAP, on va plutôt l'utiliser en contextuel pour de l'auto-éval. En fait, en début de programme, on va évaluer comment il se sent, et en fin de programme, on va de nouveau évaluer comment il se sent. Et donc là, c'est vraiment contextualisé dans le parcours. Donc voilà, c'est vraiment une logique assez multicanale qui a été pensée. On espère que ça va marcher. Que ça aura les impacts souhaités. Mais en tout cas, on a tout mis en place pour que ce soit le cas. Voilà, globalement. Génial, formidable, très très chouette. Merci beaucoup, Sarah, Céline, Anne.